Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis entrepreneur et je mets tout mon cœur et mon énergie au service d'un monde plus conscient et plus humain. On traverse une période difficile où tout est remis en question, avec des crises multiples et dans laquelle on se sent tous un peu perdus. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains voient cette période comme une transition entre deux civilisations, un basculement de paradigme. Finalement l'opportunité d'un monde nouveau, un peu comme la Renaissance qui a permis de sortir du Moyen-Âge pour entrer dans l'ère de la modernité. Pour cette deuxième saison du podcast, on a décidé de travailler avec We Are One, la communauté des leaders engagés à faire émerger une civilisation consciente et juste. Ensemble, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui imaginent et créent ce nouveau monde pour comprendre ce changement de civilisation, pour t'aider à trouver ta voie et pour partager les clés pour agir. Alors, prêt à changer d'air ? Bonjour à tous, ici Clément, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle saison de Changer d'air, je ne serai pas toujours celui qui tient le micro, parce que je crois qu'une des plus grandes forces de ce podcast, c'est réellement la qualité de tous les invités qui ont pu venir et qui pourront venir. Et aujourd'hui, je suis donc très heureux de partager le micro à Charles, un des fondateurs de WAO, avec qui on collabore sur le podcast depuis quasiment 1 an. Charles est déjà passé sur le podcast, où je mettrai l'épisode en lien. Il a partagé son parcours d'entrepreneur, son travail autour des communautés, du changement de civilisation justement. Et aujourd'hui, il rencontre Marie-Sarah. Marie-Sarah a créé Region School. C'est une école de commerce qui prépare les nouvelles générations à réussir et à construire un monde plus juste et plus vivant, et sans vraiment les couper de la réalité. Donc ça, vous allez voir, c'est un épisode passionnant pour ceux qui sont intéressés par l'éducation, parce que ce qu'on peut vraiment faire pour préparer le futur sans se couper de la société, je dirais. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Marie-Sarah, Hello Charles. comment vas-tu? Écoute, très bien, très excitée, c'est mon premier podcast. Et moi aussi de l'autre côté du fil, comme je te le disais tout à l'heure. Donc je rejoins le podcast de Changer d'air de Clément. On est dans tes locaux, à la Regent School. Est-ce que tu peux nous dire, donc aujourd'hui tu es la cofondatrice de la Regent School, est-ce que tu peux nous dire qui tu étais avant? Oui, tout à fait, vaste question. Si on parle pro, c'est vrai qu'avec Arthur qui est mon associé, on vient pas du tout du monde de l'éducation et on y reviendra, je pense. Ça nous a beaucoup aidés au final, même si, on a dû apprendre beaucoup de choses et on continue à apprendre sur le tas. Donc professionnellement, je viens d'un monde, beaucoup plus rangé, donc juste avant, le monde de la finance, donc notamment en private equity, comment on finance la transition écologique. Donc c'était comment on met un maximum d'argent, tout simplement, au capital des entreprises qui allaient transformer la mobilité, les villes, les sources d'énergie. Avant ça, je me suis passionnée pour les infrastructures, donc j'ai pas mal travaillé dans les télécoms, donc le passage à la 5G, le déploiement de la fibre, notamment en France et puis un peu partout, en Europe. Et avant ça encore, rien à voir, j'ai pas mal travaillé dans des milieux plus d'artistes, en Chine notamment. Donc si tu veux, avant enfin et d'ailleurs toujours aujourd'hui, je pense que moi je me définis plus comme curieuse et je pense pas vouloir me mettre dans une case, Mmh. je pense qu'on y reviendra aussi, mais je pense que c'est trop tôt, quand tu démarres, que tu fais tes études, de choisir juste un sujet, une voie. Je suis trop jeune pour être mise dans une case. Oui, voilà, exactement. Donc Et le moi fait professionnellement, je fais un truc et puis, et au niveau perso, d'où tu parles, en gros? écoute, quand même fille, je dirais, d'entrepreneur et profession libérale, donc il y a quand même quelque chose de très fort dans ma famille autour de trouver des solutions, créer ses projets. Donc mes parents, ont tous les 2 enfin ma mère est vétérinaire, donc elle a une profession libérale, ça m'a beaucoup influencée. On a beaucoup été au cabinet après l'école Mmh. et mon père est entrepreneur depuis quasiment toujours, lui, dans le secteur informatique et puis, je dirais même mes grands-parents paternels, voire arrière-grands-parents étaient aussi entrepreneurs parce qu'ils venaient d'Italie. Donc voilà, il y a un OK, peu il y a je une parle vibe. un peu de là Il y quand même, a tu vois? d'accord, OK. Il Exactement. y a Avec, bah, oui, une histoire familiale, après mais de l'autre côté, une famille lilloise, non enfin voilà, je parle, je pense un mmh, peu, OK, je suis et pas tu mal de dirais toute ça. que ça t'a créé quoi chez toi? Je pense que ça m'a créé, pas mal la capacité à m'adapter. En fait, j'ai l'impression qu'on m'a toujours poussée à me mettre hors de ma zone de confort. Bah, quand on était dans des milieux un peu plus intello, essayer de absolument nous pousser à aller aussi vers des choses, très terrain, de pas s'enfermer. Ça toujours, ça revient. Est-ce qu'il y a un côté rien n'est impossible aussi un peu? Ouais, enfin, en tout Heu, cas, rien n'est impossible à partir du moment où on se bougeait. OK. Enfin, où on se bouge. Donc, il y avait vraiment ça et une très grande liberté de penser. Enfin, voilà, je trouve qu'il y avait une forme d'exigence, sur le fait de penser par soi-même. Mmh, trop bien.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que c'est Regent School, son histoire, sa vision? C'est quoi votre ambition avec cette école? Regent School, c'est une école qui est assez c'est un objet, dans le monde de l'éducation qui rentre pas non plus, dans les cases Surprise. voilà, surprise, qu'on a l'habitude de mettre, mais quand même, c'est une école principalement de gestion, de management, donc on pourrait dire école de commerce, qui est née finalement en 2023. Donc forcément, quand une école de commerce naît en 2023, elle raconte pas la même chose qu'une école de Mmh. commerce qui est née de la révolution industrielle. Donc tout simplement, elle est à jour des enjeux du monde dans lequel on vit et des enjeux d'innovation. Et donc, les gros sujets qu'on aborde dans tous les cours et de manière intrinsèque à toutes les matières, ça va être les sujets des ressources, de l'innovation à mettre pour repenser les chaînes de valeur, repenser les modèles économiques, les sujets de société aussi, puisque ben, l'économie est directement liée Mmh. à ce qui se passe dans nos sociétés. Et donc, c'est préparer les futurs cadres, les futurs dirigeants, donc les grandes fonctions de l'entreprise, à penser les modèles pour le long terme, notamment en Europe et ailleurs dans le monde, en partant de la réalité scientifique dans laquelle on est, qui est que on est dans un moment où ça se réchauffe, il y a des ressources qui sont limitées maintenant, on le sait, un, un effondrement de la biodiversité et des sujets de société qui se Mmh. cristallisent. Donc on pense que les dirigeants qui vont arriver là vont être face finalement à un défi qui est immense et qu'il faut les préparer dès l'école. Mmh, très bien. Donc préparé à demain et en même temps on est très aujourd'hui. C'est ce qui m'intéressait, pour la raison pour laquelle je voulais t'interviewer aujourd'hui, c'est comment est-ce on gère ce juste milieu entre on crée du nouveau et en même temps on est encore dans l'existant. On va le faire en 5 grandes étapes. La ce par quoi on va commencer, c'est quoi le moment de bascule à toi personnellement? Qu'est-ce qui t'a fait, changer de lunettes et vouloir envie de créer Regen? Puis on va voir justement concrètement ce que ça implique, de créer du nouveau en restant, dans le système. On est à Paris, il y a des implications d'avoir des entreprises partenaires, d'avoir un modèle économique qui tourne, et cetera. On verra après le côté, et c'est sans doute la partie la plus intime là-dessus, sur l'envers du décor. C'est quoi les doutes, les peurs, la fatigue, qu'est-ce que ça te coûte toi personnellement, Marie-Sara, d'être, cofondatrice de cette école? Et puis on élargira de manière plus globale sur comment est-ce que ce changement il arrive, vraiment sans une grande révolution, un grand soir, mais avec différents glissements pour terminer par, comment est-ce qu'on fait pour tenir dans la durée? Parce qu'on est tous et toutes à se poser, enfin on est nombreuses, nombreux à se poser des questions sur comment, changer, mais c'est itératif et complexe, quoi. Génial et du coup, bah, comment ça t'est arrivé, Regent School? Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule spécifique qui t'a donné, à voir le monde de manière différente, qui t'a donné envie de la créer? J'adore comment ça t'est arrivé. Ouais. Hem, Est-ce que c'est tombé du ciel un c'est peu? tombé, ouais, paf. Non, écoute, j'ai du mal à identifier. Je sais qu'on cherche là un point de bascule, mais je pense qu'il y a plusieurs moments. Hem, Bah, j'ai l'impression que j'ai toujours eu une conscience quand même, voir que ça remonte à l'enfance, tu vois? Une conscience, voilà, qu'on était des êtres vivants. C'était quelque chose qui était très émotionnel, dans mon enfance et que je peut-être parce que, en étant beaucoup avec des animaux dans un cabinet vétérinaire, peut-être parce que dans la nature, je sais pas, l'Italie. En tout cas, c'est quelque chose que je portais. C'est plutôt un truc que j'ai eu du mal à réconcilier au moment de mes études et de mes premières expériences pro avec un milieu où j'avais quand même cette ambition de comprendre qui décidait. J'avais envie d'être Mmh. dans des endroits où il y avait des pouvoirs, d'être dans des centres de pouvoir, heu, parce que, je pense qu'il y avait une part un peu perso de défi, et une part où je sentais bien que il fallait capter un peu, les grands no donc c'est pour ça la finance, hein, d'ailleurs, les grands endroits où on avait de l'impact, à l'échelle. Et donc c'est plutôt une sensibilité qui était toujours un peu en dissonance dans toile de fond. Je me souviens que, tu vois, c'est des trucs très concrets, hein, mais j'arrivais pas trop à assumer le job que je faisais auprès de certains groupes d'amis. Enfin, il y avait toujours un peu un truc de: «Je fais ça, mais» alors j'étais trop contente par contre quand j'ai rejoint un fonds d'investissement, qui finançait la transition parce que là, c'était jackpot. J'avais vraiment, aligné un peu toutes mes cartes. C'était un job, bien payé, hyper intéressant intellectuellement dans une super équipe et en plus assez aligné, au niveau de Mmh. l'intention et de l'impact qu'on avait. Et donc pourquoi je suis partie? Pourquoi Regent School? Parce que je pense déjà la rencontre, on bossait déjà, enfin Arthur, mon associé actuel, on bossait ensemble sur ces sujets, dans le fonds d'investissement, dans lequel on était. Donc déjà, c'est une rencontre aussi, d'un autre entrepreneur. Enfin, je pense il porte ça beaucoup aussi. Donc forcément, on était déjà un binôme. Donc on a creusé, creusé, creusé plein de sujets au moment où on a voulu transformer de l'intérieur un fonds qui était pas impact en fonds Mmh. impact. OK. Je pense que là, il y a eu une première petite claque. On s'est dit: «OK».
ça a beau nous passionner, nous, on n'a pas forcément les compétences. On voit tout ce qu'on doit faire au sein d'une équipe de gens brillants pour quand même essayer de réfléchir à ce que ça veut dire l'innovation en finance. Donc vous êtes dans le fonds et vous vouliez le Ouais, transformer. Quand tu ouais. as rejoint le fonds, c'était pas un fonds Il y impact qui avait déjà finançait la des fonds transition? impact OK. depuis 2018, je crois, Mais pas celui-ci? mais il y en avait un qui était encore, Ah, dans les plusieurs il y avait ouais, plusieurs fonds. généraliste, OK. exactement, et où on avait la volonté que sur la prochaine version du fonds, il passe le plus impact possible, et ça demandait une réflexion très large parce que, historiquement, on avait des fonds très orientés, décarbonation, et là, on voulait faire un fonds qui soit beaucoup plus 360 dans Mmh son mh. approche de l'impact, donc beaucoup plus systémique, et donc ça a demandé, nous, qu'on se forme énormément. On a fait appel à plein d'experts. C'est un fonds où il y avait des équipes dans 5 pays différents, donc aussi les différences culturelles, c'est bête, mais même en Mmh. Europe, en réalité, sur les sujets d'impact étaient fortes. Donc ça a été un premier moment où on s'est dit: «OK, le défi est passionnant», des très beaux succès parce qu'on avait la chance d'être quand même dans une organisation où on avait l'espace et les gens, qui étaient là pour aussi, réfléchir, se challenger, essayer de créer justement des nouveaux projets et des nouveaux produits financiers. Et puis, je pense qu'au moment de on avait quand même pas mal de stagiaires, de jeunes qui rejoignaient l'entreprise, et on se rendait bien compte qu'en fait, tout le travail de transfo qu'on faisait auprès des plus anciens, il fallait un peu le refaire auprès des jeunes parce ils arrivaient pas forcément à jour, Mmh. justement, des enjeux d'impact. Donc on a commencé à se dire: «OK, intéressant». Voilà. C'était un moment où on travaillait beaucoup aussi sur, les compétences dont on allait avoir besoin. Du coup, on a consommé toutes ces informations qui sortaient de plein d'endroits sur, les jobs, en fait, qu'il va falloir, pourvoir pour la transition, et donc on s'est passionné pour ce sujet. On a pris rendez-vous avec, je me souviens, notre ancien directeur de master, enfin mon ancien directeur de master, pour comprendre tout ce qui se faisait dans les écoles. Il se passe plein de trucs dans les écoles aussi, et on a croisé le chemin de gens passionnants, et ça s'est un si tu veux, le projet s'est un peu matérialisé devant nous, et après il y a un truc plus perso, je pense, mais il y a quand même eu un moment, moi, familial, assez dur. Enfin, il y a eu un truc perso assez dur, et je pense que ça a été un moment où moi, mon regard a quand même shifté. Je me souviens d'un peu cet effet de: «OK, en fait, ça met les choses en perspective», et donc je me suis rendu compte d'un coup que j'avais déjà une telle chance d'avoir été poussée scolairement, une telle chance d'avoir rencontré des boss, des managers, brillants qui m'ont poussée dans mes jobs précédents, qu'en fait, le risque était assez faible à Mmh. essayer de trouver une solution à un problème que j'avais identifié, et la peur a disparu d'un coup. Je me souviens très bien d'un jour où j'ai dit à Arthur: «Mais en fait, faut qu'on le fasse. Enfin, là, on a identifié un problème, ça nous passionne depuis 3 mois. On parle que de ça, on bosse le week-end sur le sujet, et quand ta peur part parce qu'il t'arrive un truc, ouais, il y a vraiment un voile qui s'enlève», Mmh. tu vois? C'est bon, c'est parti, quoi. Mmh. Et ça a été remplacé par quoi? Franchement, une énergie énorme. Enfin, en fait, après, je pense que j'ai toujours adoré bosser. C'est-à-dire que j'ai jamais eu l'impression de bosser pour quelqu'un d'autre en réalité. C'est quelque chose qu'on essaye beaucoup de transmettre aux étudiants aujourd'hui. J'essaye de Je trouve qu'il y a vraiment une notion d'empowerment, désolée pour l'anglicisme, mais quand tu bosses d'abord pour toi et Mmh. d'abord pour satisfaire Tes projets, tes ta convictions? Mmh. curiosité, tes convictions, je trouve que dans n'importe quelle boîte, de la plus petite à la plus grande, tu arrives à shaper, enfin à mettre en forme un peu ton poste, finalement pour en faire un truc qui te correspond. Ça, c'est un truc, je sais pas, qui était très inné chez moi. Trop bien. Et donc à la fin, tu as quand même créé ton propre poste et ta propre école. Tu dis que la peur avait complètement disparu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont nés derrière? Oui, 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 bien sûr, On est en quelle année là pour préciser? on était en septembre, février, 2023. OK. 2023. Parce qu'on a ouvert en septembre 2023. On a annoncé qu'on allait créer, tu vois, autour de octobre-novembre Donc 22? 22, ouais, c'est ça. Ouais. Et parce que désolée, je réfléchis en année scolaire Mmh. maintenant. Du coup, je suis un peu perdue. Oui, donc c'est ça. On a annoncé en octobre-novembre 22. On est parti en février 23. On a bossé, full time du coup de février à septembre 23 pour l'ouverture. Et donc sur les peurs, oui, évidemment, déjà, on sautait non seulement dans un projet entrepreneurial. Je pense qu'une école, c'est pas du tout une start-up. Donc en plus, par rapport à tous les codes Mmh. de l'entrepreneuriat, il a fallu qu'on fasse le tri. Et je dirais, troisième sujet, c'est qu'on est allé dans le milieu de l'impact. Donc je sais pas si les personnes qui nous écoutent, sont tous déjà ou toutes déjà dans des milieux engagés, mais c'est quand même des cercles qui peuvent faire un peu peur de l'extérieur, où on te dit il y a beaucoup d'injonctions.
Donc on te dit, «Il faut absolument que ton projet il soit associatif. Ah bah non, il faut absolument que ton projet, tu la liberté que tu sois une SAS. Ah bah non, il faut que ce soit une coopérative». Parce que tout le monde a tellement consommé toute la théorie sur les nouveaux modes de gouvernance, tout le monde est hyper érudit, que ça moi, ça m'a généré quelques peurs. Arthur, je pense moins, je vais pas parler pour lui, mais je pense que il était moins influençable à ce moment-là par, tu vois, toutes les postures Mmh. et un peu, je trouve, des dogmes quand même qui circulent. Moi, j'ai eu peur de mal faire au début et je pense un peu une peur du rejet par ce milieu en me disant: «Oh là là, on vient d'un fonds d'investissement, Est-ce qu'on va s'intégrer? Est-ce est-ce qu'ils qu'on vont va nous accepter? s'intégrer? Est-ce qu'on va être vu comme les grands méchants?» Voilà, donc il y a eu un peu quelques mois, je pense, là-dessus Mmh. de doute, qui est assez vite parti puisqu'on a, je pense qu'après on a solidifié petit à petit, encore aujourd'hui, hein, on est encore au tout début, mais on solidifie petit à petit quand même notre pensée à nouveau. Tu sais, c'est comme quand tu explores plein de choses, donc tu es en tâtonnement et puis hop, petit à petit, tu vois que ta pensée se stabilise, Mmh. tu fais le Et tri, ça tu es d'accord s'ancre. avec certaines choses, pas avec d'autres et Tu donc fais la part des choses. ouais, tu fais la part Et des ça choses et puis c'est super parce que tu évolues et donc au début, c'est vrai que tu as un petit peu peur de te perdre aussi. Ça vient challenger, quand tu sors de milieux hyper exigeants, finance, conseil, hyper classique, voire très scolaire, bon, bah, tu es quand même voilà, ça te fait un peu bouger sur tes appuis et puis, non, la deuxième grosse peur, je pense, qui commence maintenant que l'équipe grandit et qu'on peut répartir cette charge, ça commence à se lever un peu, mais, bah, on a eu le poids de se dire, «OK, en fait, on monte pas une start-up, un logiciel où au pire du pire, on rate, il y a des clients qui ont des problèmes pendant quelques mois» et voilà. Là, on prenait à notre enfin un peu, une promesse auprès d'étudiants sur leur scolarité pendant, 2 ans. Sur la Mmh. première promo, c'était un programme qui délivrait un titre, de niveau, bac+5, enfin RNCP 7. Donc c'était 2 ans, pour les étudiants avec nous et c'est vrai que moi, les premiers 20 étudiants, je me suis dit: «Mais waouh quand même, la confiance» Mmh. et donc ça tout de suite Donc la tu responsabilité, quoi. voilà exactement. Mmh. Là tout de suite tu te dis: «OK, bah, en fait, l'école elle doit durer enfin elle doit exister pendant les 200-300 prochaines années parce que tu peux pas te permettre de fermer en fait». Ça a été aussi un truc qu'il fallait gérer. Mmh. Et tu as l'impression que ça s'envole un peu, enfin ça se répartit, du coup. Oui, ça se répartit parce que déjà, ben, leçon d'humilité, tu te rends compte que les gens sont grands. Donc en fait, les étudiants sont Tout le monde est responsables adulte. d'eux-mêmes, tout le monde Mmh. est adulte. Et donc en fait, on n'a pas à porter tout non plus sur nos épaules. Tu leur caches pas que l'école est nouvelle. On cache pas que l'école est nouvelle. Ça, c'est le truc génial de l'approche en systémie. Alors c'est un peu technique le mot systémie, mais ça veut surtout dire faire avec et en transparence. Et c'est un vrai truc, je trouve, qui est hyper innovant dans les Mmh. milieux d'innovation et d'impact, c'est qu'en fait, si tu considères que tes parties prenantes, que ce soit, tes clients ou donc pour nous, quelque part, c'est à la fois les enseignants, les étudiants, D'accord. les parents, les entreprises. Si en fait tes parties prenantes sont co-constructeurs de ton projet, Mmh. bah, en fait, tu as pas à avoir un discours commercial, Tout bien tout bien fait. fait. Donc on a Mmh. toujours assumé, en étant, voilà, rassurant sur les fondamentaux. On a toujours assumé qu'on était une nouvelle école. Les étudiants, ils en sont conscients. Donc Mmh. ça, déjà, ça allège la charge. Pareil avec les enseignants. Enfin, tu en fais partie, donc Mmh. tu vois aussi le niveau de transparence qu'on essaye de mettre. Donc les erreurs qu'on a fait, on essaye au maximum de les transmettre, de les assumer. Donc ça nous avait beaucoup aidé aussi à nous détendre. Deuxième sujet, peut-être plus pragmatique. En réalité, nos programmes, comme ils sont en alternance, aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit: «Bon, bah, nous, on a une forte responsabilité, mais comme on les aide énormément à trouver des super jobs, bah, ils ressortent quand même avec 2 ans d'expérience pro». Donc c'est un peu différent Mmh. d'une université pure où tu es 100 à l'école en termes de responsabilité. Et puis il y a la charge qui est partagée, du coup, avec les entreprises, Il y a la charge qui est en partagée avec soi. les Mmh. entreprises, exactement. Et puis maintenant, l'équipe a grandi. Donc c'est vrai que quand tu portes un projet au tout début, ben, en fait, il y a que toi et éventuellement ton associé. Et d'ailleurs, chapeau à tous ceux qui montent des projets tout seuls, parce qu'avec Arthur, je pense qu'on se dit au moins Mmh. une fois par semaine qu'on n'aurait pas pu monter ça seul. Et le fait que l'équipe grandisse, bon, bah voilà, tu vois que les gens s'emparent de ton projet, le développent, le font évoluer. Et je pense que ça, c'est le plus Mmh. gros kiff. Donc c'est un modèle un peu nouveau, un modèle un peu hybride, avec de la transparence qu'on retrouve pas forcément par ailleurs et c'est un exemple parmi d'autres pour en effet être prof ici. Et en même temps, tu crées une école dans un système qui est établi, avec, tu le disais tout à l'heure, des titres, RNCP, enfin voilà, une manière de créditer des parents, des gens qui doivent trouver un boulot à la sortie. Donc tu rentres un peu dans des cases, malgré le fait que toi-même ni l'école ne voulait rentrer dedans. C'est quoi ce qui a été le plus difficile, quelles sont les cases qui t'ont paru le plus résister?
ou qu'ils le font encore d'ailleurs? C'est dur à dire. Alors le secteur de l'éducation, j'imagine, comme tous les secteurs, mais forcément quand tu es le nez dedans, c'est très complexe parce que tu es quand même moi je dis souvent, c'est un peu une délégation de service public. C'est-à-dire que tu es quand même et on est dans un moment qui bouge beaucoup, Mmh. parce qu'il y a une part de privatisation qui a eu lieu, parce que voilà, il y a des décisions politiques, et c'est encore très mouvant. Donc c'est vrai que c'est à la fois un secteur très normé dans une économie, comme tu le dis, qui est encore traditionnelle à plein d'endroits. En tout cas par rapport à nos sujets de limites planétaires et de développement durable, ça n'a pas encore transitionné partout, on le sait bien. Donc il faut être capable de naviguer des lignes de crête, à la fois sur le sujet économie versus impact, développement durable, et sur le sujet nouvelle école, aujourd'hui, statut école privée, même si tu as des certificats et des labels de qualité qui sont contrôlés par l'État, dans un secteur qui est pareil en mutation. hem, et l'éducation, c'est extrêmement difficile à réformer par définition. Et ça vient pas de moi, mais Mmh. récemment, on a rencontré un directeur de lycée passionnant, qui nous expliquait, en fait, l'éducation, par définition, quand tu fais un cours, c'est tellement de travail pour un enseignant, c'est tellement de travail pour les universités, pour les écoles, qu'en fait, on a tendance à figer. Mmh. C'est très compliqué d'avoir des modèles où tu crées des cours qui sont Qui évolue mis tous à les jour, ans, ouais, c'est sûr. à une fréquence suffisante pour rester, aussi, Oui, à jour quoi, ouais, à jour et aussi rapide que les évolutions économiques et technologiques, en mmh. fait, donc ou de la société. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, notamment dans les milieux d'entrepreneurs, qui ont tendance à dire: «Oui, bon, bah, les écoles, ça sert à rien, en fait, tu apprends tout sur le tas». Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a une partie des c'est peut-être que le contenu des cours ne sert moins que finalement le cadre de l'école. Hem Mais donc les Mmh. cases, bah, tu as des cases, c'est hyper, concret, hein. Tu as des cases réglementaires. Bon, bah, ça, les cases réglementaires, et elles sont importantes déjà parce que ça te permet pas parce que tu as une belle idée, même les personnes les plus brillantes de la terre, tu peux avoir la super idée, il y a 10 000 personnes avant toi qui ont bossé dans l'éducation et donc tu vas forcément faire des erreurs, donc c'est quand même très bien qu'il y ait Mmh. quelques labels, tu vois, là Qui oriente quoi. ou qui orientent, qui Mmh. te permettent de poser des process, de pas tomber dans certains écueils parce que tu portes quand même un projet qui est jeune, que tu es pas beaucoup, que tu as pas les moyens de faire A, B, C, D. Donc il y a des labels, très très concrets, hein. Pour être centre de formation d'apprentis aujourd'hui, tu dois être Qualiopi. Bon, bah, Qualiopi, tous les ans et année et demie, tu réponds à un cahier des charges de critères et ce cahier des charges-là, il est ce qu'il est. Il est plutôt bien fait en réalité. Je le trouve, alors il nous demande pas d'être sur des sujets d'écologie, mais il y a beaucoup de Mmh. sujets sur l'inclusion et le handicap. Donc ça, c'est un vrai travail qui n'est pas lié à de l'innovation puisqu'en fait tous les CFA, toutes les écoles le sont. Donc ça peut te le risque étant de te dire: «Bon, bah, si tu voulais changer plein de trucs, bah, ça te force à avoir un certain nombre de process». Donc c'est comment tu prends ces process-là et tu les mets au service de quelque chose d'innovant. Énorme Mmh. avantage à être une toute petite école qui démarre. C'est pour ça, les grandes écoles, c'est très compliqué aussi de les Mmh. réformer, pas parce qu'elles veulent pas parfois, mais parce que comme une grande entreprise, hein. Les autres cases, bah, on en a parlé, aujourd'hui, on doit encore attendre un peu pour essayer de déposer nos propres titres, ou alors un jour réussir à avoir un partenariat universitaire pour rentrer dans des logiques de définition vraiment de diplôme. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé notre référentiel de compétences qui était issu OK. d'énormément d'interviews de dirigeants, de recherches. On a beaucoup aussi, on s'est beaucoup basé sur des travaux du Shift Project qui a fait tout un travail, sur les écoles de commerce. Donc ça, on l'a posé, c'était le nôtre, très indépendant de ce que faisaient les autres. Mais par contre, on est obligé aujourd'hui, d'utiliser une certification existante par un certificateur externe, et donc d'utiliser ce référentiel de compétences. Et donc tu vois, les lignes de crête, bah, c'est comment tu respectes ce cahier des charges-là, en y Mmh. Tout intégrant et en sans que ça soit un truc à côté, une excroissance qui ouais. vienne dire le contraire. C'est Comment tu ça le comprends bien les règles du jeu pour pouvoir jouer le exactement jeu et à l'intérieur le et changer? donc être, droit, en fait, par rapport à tous tes référentiels et donc on est en permanence en mouvement. En fait, c'est pas on n'a pas bossé en Mmh. chambre pendant des mois Forcément. en sortant un beau truc tout carré et puis voilà. En fait, non, on est en permanence en train de dire à lui: «Alors attends, ça nous pousse à aller vers ça, mais nous, on a un vrai sujet, c'est quand même qu'on pense que les compétences hyper importantes pour être en avance sur le marché du travail, elles sont pas incluses, donc comment on les intègre à Mmh. l'intérieur?» Et c'est un travail de tous les jours. Mmh. Trop bien. Je sais pas si c'est clair? Si, c'est clair. Et initialement, il y a une notion quand même de sortir de l'économie linéaire, qui est quasiment la seule qu'on connaît aujourd'hui. Il y a, à la marge, des développements de l'économie circulaire qui commencent à arriver.
Comment est-ce que tu fais pour recruter, des étudiants, convaincre, rassurer des parents, engager des partenaires sans leur faire peur? Et tout en maintenant justement ta ligne? Bah, déjà, on est une école, on n'est pas une église. Donc oui, tu as raison, heu, il y a cette notion de pousser les étudiants à s'intéresser à des modèles qui sont pas de l'économie linéaire, donc c'est-à-dire j'extrais des ressources, je transforme, je vends, mais à penser d'autres modèles, donc ça va du modèle circulaire, voire au modèle régénératif, si on arrive dans son modèle économique à, heu, à intégrer de la Mmh. régénération des services, écosystémiques, donc c'est très scientifique derrière. Tu peux te Mmh. définir, régénération? Régénération pour nous, c'est, la capacité d'un modèle, d'un système, d'une entreprise, d'un groupe, hem, dont les à avoir des activités qui laissent les services écosystémiques se régénérer ou participent à sa régénération. Parce que Service parfois écosystémique? donc les services écosystémiques, c'est tous les services un peu invisibilisés dans notre économie actuelle qui sont rendus par Mmh, le vivant. Donc c'est bête, mais aujourd'hui d'accord. dans tous nos indicateurs économiques, on oublie tous ces services, donc ça peut être, la pollinisation, qui en fait, aujourd'hui ne se voit pas, mais sans lesquels on ne pourrait pas vivre. Mmh. Les fameuses ressources qui sont considérées comme infinies dans tous les modèles économiques du XXe. Mmh, Exactement OK. et en fait, on a cru pendant longtemps que L'eau, c'était un l'air, système, qui fonctionnait un peu tout seul. mmh. En fait, on a des impacts sur ce système et ça a des impacts sur nous et donc quand on parle aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées, hein, quand même qui ça bouge. Quand on parle de double matérialité, c'est aussi comment maintenant on arrive à capturer par nos modes, nos concepts humains, la valeur que ça a finalement, Tous ces tous systèmes. ces Mmh. services. Exactement et donc on pousse les étudiants à s'intéresser. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est tout ce qui se passe à la marge, soit économique, soit de la société, c'est toujours là où se passe l'innovation. C'est compliqué d'innover, ça tous les Mmh. grands théoriciens de l'innovation le montrent. C'est compliqué d'innover en étant, Au dans cœur du système. exactement et donc on pousse à regarder la marge, mais pas à se marginaliser. Donc c'est encore une fois comme ça aussi qu'on rassure. On n'est pas là pour, bourrer le crâne des étudiants d'une vérité Mmh. alternative. Ça serait hyper dangereux et je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de projets où on peut très vite y tomber. Donc ça, c'est pareil, il faut une gouvernance, il faut des garde-fous perso, hein, parce que c'est tentant. C'est tentant quand on est passionné, c'est tentant quand on a des convictions. De devenir prêtre? Ouais, c'est ça, De devenir presque, religieux? tu vois? Alors que je suis pas du tout religieuse, mais en tout cas de se dire: «Mais oh là là, j'ai tellement envie que la personne en face Mmh. voit ce que je vois». Oui, mais en fait, la réalité de chacun, est ce qu'elle est. Donc déjà, il faut respecter énormément d'où partent les étudiants et pourquoi ils s'intéressent à notre école. C'est jamais complètement par hasard. Ils ont pas tous le même niveau d'engagement et on veut pas des classes où tout le monde est engagé de la même façon. Mmh. Donc comment on rassure? Déjà en disant qu'il y a pas de mauvaise forme d'engagement, de la même façon que quand nous, on a vraiment voulu porter ce projet, on l'a fait à notre façon. Bah, chez nous, il y a des étudiants qui veulent transformer, ou aller bosser dans des grands groupes parce qu'ils pensent que faire bouger un paquebot centimètre par centimètre pendant des années, c'est leur manière de s'engager. Ils ont un énorme impact à la fin. Il y en a d'autres qui ont cette énergie de création, qui se disent: «Mais non, moi je veux innover, je veux un truc complètement alternatif» et il faut aussi qu'il y ait de l'espace pour eux. En tout cas, ce qu'on cherche, c'est justement ce dialogue Mmh. entre les mondes et pour nous, c'est ça qui rend intelligent et c'est ça qui recrée du lien aussi social, par le travail. Donc ça aussi, c'est un énorme argument de réassurance en disant: «On pense que ça passera par la société civile, par le travail et pas par la marginalisation, de ces sujets». On parle quand même de sujets scientifiques, il faut quand même le Mmh. rappeler, je pense qu'on ne le dit pas assez. On n'est pas en train de parler de sujets qui ne sont que politiques. Tout est Oui, politique d'opinion quoi, évidemment à la c'est fin, pas de mais l'opinion c'est quoi. pas de l'opinion. Mmh. Donc en fait, à partir de ce moment-là, il peut y avoir un débat d'opinion sur comment on gère, quelle solution on prend, à quelle vitesse, avec quel financement, quel niveau d'ambition, Mmh. quand, quoi, voilà. Mais nous, ce qu'on livre, c'est la réalité scientifique, du boulot hyper concret avec, des pros, des entrepreneurs, des gens qui sont pas d'accord entre eux et après, bah, aux étudiants, aux boîtes et à chacun de faire, sa trace. Mmh. Très bien. Un peu ce que dit, me fait penser au modèle de John Macy sur les différents types d'engagement. Je peux aller changer les choses à l'intérieur, je peux aller créer du nouveau, je peux aller bloquer, ce qui fonctionne mal et que je pense qu'il faut bloquer et comment est-ce que je change les mentalités? Et sa théorie, c'est de dire ces trucs-là ont tendance à s'opposer les unes les autres en disant: «Non, c'est moi qui ai la meilleure manière», mais en fait, c'est comment est-ce que tu crées du lien et tu accompagnes les gens à trouver, eux, quelle est leur meilleure manière, quoi. Puis d'ailleurs, quand tu regardes Mmh. chaque personne, souvent ces différentes formes d'engagement, tu peux les cumuler. Oui, exactement, c'est exactement ça. Au lieu de les opposer, Mmh. comment tu peux les cumuler, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a des moments où tu as dû faire semblant d'être plus dans le système pour rassurer que tu ne l'étais vraiment? Bah, on va pas se mentir, ça serait faux de dire que j'ai un parcours hors système. Je pense qu'une des choses qui crédibilise aussi notre approche, c'est justement qu'on vient du système. Mmh. Il y a un côté rassurant.
c'est rassurant et puis même si je te dis j'aime pas être dans des cases, bon, moi j'ai fait, collège, lycée privé à Paris, j'ai fait une grande école, j'ai fait du conseil et de la finance. Enfin, à la fin, les choix, même si, tu vois, j'ai toujours rajouté Mmh. mon petit truc, donc faire semblant, je pense pas. Après, on est tous, des êtres complexes, tu vois? Je pense qu'on a tous des parts de nous qu'on explore plus ou moins à des moments de la vie et donc il y a des moments où j'ai plus coupé avec une part de créativité, peut-être, pour apprendre aussi, tu vois? Un des trucs qui m'a beaucoup marqué et ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye de transmettre au maximum. Tu vois, j'ai cru pendant très longtemps, parce que moi, je m'imaginais très littéraire. Donc, tu sais, c'est un peu les légendes familiales. On te dit: «Toi, tu littéraire». En fait, je pense Mmh. que c'est parce que j'admirais plein de gens très littéraires et que c'est une appétence que j'ai et c'est un goût que j'ai. Mais en réalité, je pense pas tant que ça. Et en fait, une de mes premières managers en conseil m'a été, heu, ingénieure. Je pense qu'elle a en énorme partie changé ma vie pro et du coup ma vie parce que elle m'a laissé, je me souviens très bien sur la première mission, galérer sur un Excel, mais tu vois des heures. Un truc où je pense qu'elle, elle l'aurait fait en 3 minutes. Et je me souviens que je me disais: «Mais c'est pas possible» et le lendemain, elle m'avait dit un truc du genre, peut-être que je le transforme avec le temps, tu vois? Mais elle m'avait dit un truc du genre, «De toute façon, j'ai vu comment tu t'acharnais, donc je me suis dit que dans tous les cas, tu allais y arriver et qu'en fait, la meilleure manière De t'aider? de t'aider, Mmh. c'est de te laisser galérer». Et en fait, après a posteriori, mais évidemment 1000 fois, enfin 100 000 fois et donc oui, c'est une période où, bah, du coup, j'ai beaucoup plus bossé avec des ingés, beaucoup plus je me suis allée vraiment dans des endroits où j'étais pas à l'aise. Enfin, tu vois, l'infrastructure, télécom, bah, c'est quand même des moments mais c'était génial. Heureusement que j'ai fait ça parce que sinon, si tu pas sorti de ton pari et puis OK, tu fais tes Mmh. échanges, tu vas à l'étranger et tout, mais le milieu un peu intello, machin, en fait, tu parles de creuser des trous, à combien de centimètres, mettre de la fibre, du cuivre. Bon, On bah, n'est pas dans la créativité. ouais, en tout cas, il y en a une autre parce que Mmh. justement, je trouve que s'adapter Mmh. et sortir de ta zone, tu es quand Dans même une obligé d'aller trouver contrainte, des oui. ressources. Donc en fait, il y a quand même une forme de créativité assez forte, mais c'est moins, enfin, c'est différent. Et donc oui, à ces moments-là, je pense que je suis rentrée dans un moule, mais je trouve ça trop bien parce que c'est compliqué aussi d'inventer complètement sa vie Mmh. sans avoir un cadre au départ. Et ça, dans le milieu aussi engagé, pour revenir aux étudiants, je trouve que pousser de l'alternatif, de l'altérité tout de suite en sortie d'études à des gens qui n'ont pas eu le cadre ou pas eu la chance d'être poussés dans des milieux exigeant, rassurant, enfin, je veux dire même financièrement, tout Mmh. simplement, d'avoir un job bien payé à un moment dans sa vie, bah, c'est un peu dangereux et c'est un peu hypocrite. Parce que tout le monde a besoin, à De un moment sécurité, donné, de quoi. sécurité. Mmh. Très bien. Si on rentre un peu plus sur toi, comment est-ce que tu as vécu, cette aventure avec ça fait du coup 3 ans et demi, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvert sur le fait de mener un projet de transition dont on t'avait jamais parlé? Auquel tu t'attendais pas? Mmh, dont on m'avait jamais parlé. Si je le reformule autrement, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont vraiment surpris, auxquels tu t'attendais pas, dans le fait de monter Regen? Ouais, je pense qu'on n'avait pas forcément, trop des attentes. Enfin, tu vois, tu sais, quand tu montais un truc, on était tellement dedans avec Arthur, ça s'est tellement matérialisé devant nous que je sais pas si en fait, j'ai pas trop la comparaison. Je sais pas à quoi je m'attendais, tu vois? Je m'attendais un Mmh. peu pas j'avais pas matérialisé le truc. Un des trucs qui me surprend quand même et c'est peut-être pas un truc où tout le monde va être d'accord, mais je trouve que quand même encore le milieu de l'engagement On est n'a pas besoin que tout le monde soit d'accord. Au non, c'est vrai. contraire. Mais non, mais il faut le dire Mmh. avec tact parce que tu vois, là, je te dis ça comme ça ce matin, mais peut-être que je le dirai différemment demain, mais je trouve que ça reste un milieu, on se ressemble trop et je trouve qu'il y a trop de pensées uniques. Donc ça, je suis quand même surprise du fait que, il y ait pas plus alors on dit tous qu'on débat, on dit tous qu'on est dans les controverses, qu'on est ouvert d'esprit. Je trouve pas toujours et parfois, bizarrement, dans ce qu'on appelle le business as usual, ou en tout cas Mmh. l'économie linéaire traditionnelle, je trouve qu'il y a une liberté, je pense que c'est ça. Je pense que il y a une liberté de faire et de penser individuelle qui est peut-être plus respectée. Je pense que ça vient du niveau d'angoisse et de passion qu'on met tous dans nos projets, engagés, tu vois? Et ça, je pense qu'il y a quelque chose Mmh. à travailler un peu collectivement parce qu'il faut que ça soit des projets qui soient accueillants, il faut pas que ça soit dogmatique, tu vois? Enfin, même on a tous lu les mêmes bouquins, on a tous, Mmh. mais ouais, je pensais pas que ça serait si uniforme, tu Est-ce vois? qu'on vient pas chercher la forme de stabilité dont tu parlais, qui est financière, dans le monde actuel et qui pourrait être dogmatique dans un monde de demain? C'est quand même rassurant. Tu vois, c'est, Napoléon, si je dis pas de bêtises, qui disait, le la religion, c'est l'opium du peuple. C'est pas Napoléon, c'est Karl Marx, en effet.
Et est-ce que tu as pas l'impression que justement c'est la colonne vertébrale, le truc rassurant, sur lequel les gens se raccrochent puisqu'ils n'ont pas le côté enfin, qui est un peu l'équivalent du raccrochement financier, dans le système, business as usual, quoi? Oui, tu as raison. Enfin, je pense que forcément, le fait que un peu ce qu'on disait, un peu plus tôt ce matin, mais il y a un vrai courage quand même, d'aller monter des projets, de porter des sujets qui sont un peu plus alternatifs, un peu plus innovants. Donc les gens se mettent en fragilité, probablement en termes de confort, de reconnaissance aussi sociale. Donc je pense que c'est sûr que ça crée ce besoin de se rassurer en se disant qu'on fait partie quelque part, tu vois, d'un corps très, soudé et donc peut-être que c'est ça qui fait qu'il y a une pensée qui se fige un peu autour d'une pensée unique. Et pour moi, justement, ça tu pointes un truc qui est super important, c'est que le sujet de l'argent, il peut pas être tabou. En fait, le confort financier et je pense que c'est très personnel, le niveau de frugalité vers lequel tu veux aller. Ça devrait pas évidemment, tu as pas envie de faire du greenwashing et que les gens fassent n'importe quoi en disant qu'ils sont très engagés. Mais en fait, il faudrait un peu décorréler ce sujet de: «Est-ce que toi, tu dépenses beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'argent? Est-ce que toi, tu prends l'avion? Est-ce que toi, tu manges de la viande?» Et surtout, c'est pas du tout pareil, quelqu'un qui a vendu sa boîte, 30 000 € et qui Mmh. monte un projet engagé et un étudiant de 22 ans qui a jamais voyagé, première génération à aller au Mmh. bac+5 et qui a envie d'aller découvrir le monde. Enfin, Et même quelqu'un qui est de CSP+ et qui, au pire du pire, rentre chez ses parents, va avoir un oui et héritage puis plus qui tard est-on et pour cetera. d'ailleurs même, tu vois? C'est pas bien ce qu'on fait. En vrai, qui est-on pour juger? Mmh. Chacun est quand même libre de faire ce qu'il veut en son Mmh. âme et conscience. Je pense que c'est super important de voilà, exactement, ce truc Mmh. de l'argent et je pense de la liberté individuelle. Pour moi, il faut qu'on arrive à réconcilier nos milieux engagés quand même avec cette notion de liberté qui ne n'appartient pas que à l'économie ultralibérale. Mmh. Et c'est sans doute une des clés pour moi de réussir à réconcilier, les personnes qui bossent sur les questions uniquement climatiques, les personnes qui bossent uniquement sur les questions sociales parce que c'est lié, quoi. Il y a un vrai un jeu entre les 2. Ouais, puis on parle de science. Enfin, tu vois, en fait, si on revient à la réalité scientifique, bon, bah, ça devrait mettre tout le monde d'accord. Après les solutions, qu'il y ait un débat de solutions, Mmh. tant mieux et c'est peut-être ça qui m'a surpris, c'est qu'il y ait pas autant de débats de solutions que ce que je pensais. Mmh, c'est intéressant. Est-ce que toi, dans la manière dont tu as développé, Regent School, il y a eu certaines dissonances entre la manière dont tu aurais adoré le faire, tes convictions initiales et la manière, dont tu as dû faire quelques concessions justement? Bah, je pense que c'est forcément, le fait que déjà c'est un métier très humain, tu vois? C'est un peu comme les métiers de la santé, l'éducation, bah, tu es avec des étudiants, des profs. En plus, on fait que du présentiel, tu vois? Donc on fait pas de cours, on n'a pas trop de digital aujourd'hui. Donc rien que ça fait que, je sais pas si c'est vraiment de la dissonance, mais en tout cas les étudiants, ils s'emparent de ton école, ils en font pas exactement ce que toi tu avais pensé qu'ils en feraient. Donc c'est une première leçon déjà de prise de distance et d'humilité, et ça crée forcément, parfois, tu te dis: «Oh là là, j'aimerais tellement qu'ils perçoivent la valeur de ce cours» ou alors «J'aimerais tellement qu'ils saisissent telle opportunité parce que voilà, toi, tu as 35 ans et tu sais que tu aurais adoré l'avoir». Bah oui, mais bon, quand tu as 23 ans et que tu as aussi toute ta vie à côté, ton moment où tu t'autonomises, l'école, ça reste qu'une partie de ta vie. Donc ça crée forcément parfois des petites distances entre ce qu'on pensait, que serait Regent School et la réalité. Et après oui, tu dois faire des choix. Donc en fait, si on s'écoutait, on aurait les étudiants, 800 heures par an, on ferait tous les cours qu'on a envie de mettre, et ben, il y a des choses qui nous rappellent à du pragmatisme et au fait que d'abord, on doit les préparer pour des débouchés et donc il y a parfois ça vient des enseignants qui nous disent: «Attention, OK, trop bien, vous leur mettez un cours hyper interdisciplinaire sur les approches, interculturelles. N'oubliez pas quand même des outils très concrets Mmh. au service de leur métier, des boîtes ou des assos dans lesquels ils vont bosser» et donc voilà, on a remis plein d'heures de cours, d'Excel, on a un débat en ce moment sur, l'IA, tu vois? Avec les enseignants, dans la place de l'IA dans l'éducation. On est en plein débat pour savoir si les prises de position de certains chercheurs dans les facs sur le fait de pas l'utiliser, certains de nos enseignants, poussent ça, d'autres non. Donc là, bah, voilà, c'est du sain débat entre les Mmh. différentes parties prenantes, je dirais, de Regent School. Et finalement, la pensée de Marie-Sara et d'Arthur, elle est importante parce qu'on a impulsé au début, mais c'est pas notre pensée qu'on transcrit directement dans les cours, Mmh. heureusement. Parce que je vais te demander, est-ce qu'il y a un truc qui pour toi était super important et finalement ça s'est passé complètement autrement? Ou est-ce qu'au fond tu es OK, Oui, c'est pas toi qui as tout impulsé, mais tu es OK avec ce qui est oui, tu sorti, quoi? vois, sur les admissions, moi, mon rêve à terme, c'est que vraiment chaque personne arrive en ayant déjà eu le temps de faire un projet et on l'a fait un tout petit peu en 1re année, puis après on a dû un peu simplifier quand même le parcours, qui reste déjà par étapes et assez long, mais
Je voulais que chacun puisse, éventuellement soit avoir, fait un projet presque artistique, en tout cas un projet entrepreneurial et nous le présente. Donc ça on avait des étudiants qui arrivaient avec des maquettes, d'autres avec des peintures, on a eu des vidéos, on a eu des projets entrepreneuriaux. Ça, c'était un moment génial. On n'a pas encore trouvé le système pour que, tu vois, à l'échelle, ça fonctionne. Donc c'est des petits renoncements entre, que chaque endroit de l'école, du moment de la Mmh. candidature au moment, où tu sors et où tu es alumni, tout soit hyper congruent. Ouais, il y a les petits renoncements. Les alumni, on fait pas encore assez. Bon, bah, voilà, j'aurais Vous adoré avez eu qu'on ait la première promo l'année dernière, hein, c'est oui, ça? on a une quarantaine, aujourd'hui de personnes qui sont alumni. Bon, tu rêves d'avoir tout préparé en amont. En réalité, du coup, on est obligé de le faire organiquement, en ayant des discussions avec eux, parés au plus pressé Mmh, et on est en train de le construire pour la suite. mmh, trop bien. Hem, J'avais prévu de te poser la question, est-ce que tu as eu peur que ton projet t'abîme? Je vais te la poser différemment. Comment est-ce qu'il t'a changé ce projet? Bizarrement, parce que c'est de l'éducation, je pense que ça m'a rendu un peu moins, théorique, conceptuel, tu vois? Je pense Plus que ancré quoi? Plus, main plus dans le terrain, cambouis, enfin, ouais. déjà, le fait de monter un projet de A à Z, c'est bête, mais tu es quand même obligé d'être couteau suisse donc bah, parfois, enfin, tu vois, nous, les la première année, on mettait des tables, on enlevait des tables. Le matin, on mettait les tables de la salle de classe, le soir, on les enlève, faut les Mmh, stocker, tu as de la logistique, enfin, ça se fait pas c'est pas qu'une belle idée, une école, à un moment donné, faut des mètres carrés, des tables, des murs, des trucs qui fonctionnent. Donc ça, c'est ce côté très entrepreneurial qui fait que, ben, voilà, tu et puis tu as 24 heures dans une journée, donc tu fais tes choix pour que l'école ouvre le matin. L'autre truc, c'est que, encore une fois, le fait que ce soit un métier avec des humains autres que toi, qui te ressemblent parfois moins, franchement, que les gens de mes boîtes d'avant, bah, tu es challengé tout le temps. En mmh, fait, est-ce que la manière dont tu parles, est-ce que la manière dont tu expliques, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est pas clair? La liberté que tu laisses aux gens, le fait de pousser à faire, la limite de ce que tu peux impulser aussi. Donc ça, c'est hyper concret. Donc ouais, je pense que je suis moins, peut-être, je sais pas, plus à l'écoute. J'ai pris une grosse claque aussi sur, tu vois, on est des étudiants qui on a, je pense, un peu plus de 20 nationalités, tous les milieux sociaux qui sont représentés. Bon, bah, en fait, ça vient de bouger sur des bases, où j'ai quand même toujours vécu professionnellement, en tout cas, dans des milieux assez homogènes. Ça te ça change. adapte beaucoup quoi. Quand Dans tu le dis d «tu», ça veut dire «je». Oui, pardon, il faut que j'apprenne à dire «je», faut parler en «je». Tu parlais au tout démarrage, d'un enjeu de légitimité que tu avais projeté sur, le monde de l'engagement, quoi. Est-ce que tu as parfois ce sentiment-là dans ton propre écosystème de Regen? Auprès des élèves, auprès des parents, auprès des partenaires? Plus trop. Plus trop parce que justement, un peu dans ce truc, tu vois, d'être moins théorique, je me suis rendu compte que et l'éducation et le régénératif, c'était une pratique. En fait, je pense pas aujourd'hui, il y a plein de manières d'y arriver et plein de versions. Je pense moins qu'avant qu'il faut avoir coché toute une sorte Mmh. de cahier de cases, ou de cahier des charges pour l'être. Je pense que tant que tu es congruent, que tu es cohérent dans ce que tu fais, en fait, tu atteins une forme de légitimité. Et aujourd'hui, dans les gestes, dans la manière dont on a de réfléchir, à chaque décision qu'on prend, ça y est, je sens que toute l'équipe a pris le réflexe, de penser régénératif, en fait. Mmh, OK. Et c'est là que tu tires ta légitimité? Oui, c'est de voir qu'en fait, Mmh. c'est beaucoup plus fluide dans toutes les décisions qu'on prend. En fait, on est très alignés, en fait, avec nos missions. On sait aussi les limites de ce qu'on fait. On est en débat permanent. On est encore à une taille où tout le monde se connaît. Donc on n'a pas encore le sujet, tu vois, d'échelle qui fait que tu perds un peu ton ancrage. Je pense que j'ai aussi tout simplement tissé des liens de j'arrête pas de dire «tu», c'est vrai, tu raison. Heu, j'ai aussi tissé des liens de confiance forts avec des gens qui sont dans l'écosystème et en fait, ça tient à ça aussi, de se connaître et d'avoir passé du temps. Donc rien que ça, peut-être ouais, enfin, tu connais mieux les gens et tu te dis que finalement, c'est pas si compliqué, que tout le monde est humain, que tu trouves des points communs et que tu avances, quoi. Mmh, très bien. Si on passe à comment est-ce que le changement il arrive vraiment d'après toi? On a parlé des notions de marge, tout à l'heure. Si on arrête d'attendre une grande révolution, comment est-ce que le changement il arrive selon toi vraiment? C'est quoi ton expérience par rapport à ça? Attends, vas-y, reformule ta question. Donc pour moi, il y a 2 grandes oppositions sur comment est-ce qu'on arrive à faire du changement. Il y a une révolution, ça devient tellement intenable. Quand il y a une révolution, c'est la Révolution française. Le changement, il est pas incrémental, il est soudain.
hem et versus le côté incrémental. Toi, c'est quoi ton expérience de cela? À quoi est-ce que tu crois le plus? Qu'est-ce que tu as observé le plus? Comment est-ce que tu as vu les changements qui se sont faits à la Regen? Nous, dans ce qu'on voit, on voit des évolutions tellement rapides des étudiants, heu, en bien, des moments où c'est plus dur pour eux, leur scolarité, ce qui se passe dans les entreprises. Je crois forcément à l'incrémental, en tout cas, je le souhaite et je me bats pour que ça soit de l'incrémental et que les changements se fassent au sein d'un univers démocratique et avec le moins de violence possible. Donc c'est plutôt tu vois, ce à quoi j'aspire finalement. Je voilà, c'est très Mmh. perso. Je pense qu'on est face à des risques, que ça soit plus violent, forcément. Ça serait de se mettre des œillères que de ne pas le penser. Et que fréquenter des étudiants, il y a un truc assez magique, c'est que ça te reconnecte en fait à des moments de vie où toutes les portes sont encore assez ouvertes. Tu vois l'énergie qu'il y a et à quel point ça contredit tous les clichés sur la Mmh. génération, qu'on entend dans certains cadres et tous les clichés d'ailleurs, hein. Je trouve que le cliché de LinkedIn qui te dit que tous les étudiants sont engagés, tous les lycéens veulent de l'engagement est tout à fait, faux. En tout cas empiriquement, c'est pas du tout ce qu'on vit en termes de statistiques, tu vois? Je trouve pas du tout. Et à l'inverse, tout ce que tu peux entendre et lire, sur le fait qu'il y a, heu, plus de volonté de travailler, plus de volonté de s'engager, je pense que c'est pas vrai. Que c'est vrai qu'il y a un vrai challenge sur le fait de préparer les jeunes à bosser, de les écouter sur, les changements de relations au travail, qui sont à l'œuvre, mais que moi je vois beaucoup d'envie de bosser, en fait. Et donc pour moi ça Mmh. pousse à penser qu'il y aura de l'incrémental. Et tu les vois changer tes étudiants Oui, et ton équipe? Comment? oui, oui parce que, quand une école a que 3 ans, en fait, chaque semaine, toi tu encore dans une vitesse de progression qui est exponentielle. Donc pour l'équipe, évidemment, parce qu'on progresse de jour en jour et en fait, on valide, on améliore en permanence. Donc ça, on a atteint un niveau de sérénité en année 3 qui est presque impensable quand je me remets en année 1. Tu vois, je te disais, on portait les tables. Ça y est, Mmh. on ne porte plus de table. Quelque part, c'est Vous avez vos propres classes. voilà. Mmh. Non, mais c'est bête, mais Mmh. C'est super ton important. projet, en fait, il se pérennise si tu arrives à créer de la stabilité et à passer d'un sujet, pardon, à un autre. Sur les étudiants, ce qui est peut-être plus intéressant encore, parce que je pense que tout projet entrepreneurial te mènerait à la même conclusion que ce que je viens de dire, mais sur les étudiants, ouais, c'est génial et je pense qu'ils apprennent autant les uns des autres que des enseignants et c'est autant le procédé pédagogique d'être à l'école, dans des cours en présentiel avec des procédés pédagogiques où on te demande de beaucoup, beaucoup toi-même transmettre, être toi Mmh. très autonome dans ton apprentissage. Heu, c'est un passage à l'âge adulte, en fait, avec tout ce que ça implique. En plus, en leur laissant et en leur proposant et en les poussant parfois à essayer de bien se connaître sans se regarder le nombril, tu vois? C'est notre petite ligne de crête qu'on navigue. Bien se connaître pour faire Mmh. les bons choix, s'insérer, naviguer, posséder les codes, et se détacher parfois des petits aléas, des petits sujets, des petites choses qui t'empêchent de tourner en rond au quotidien. Créer ta petite couche de cuir, tu Mmh. vois? Pour être solide. Mmh, intéressant, OK. Ne pas surréagir, enfin savoir pourquoi est-ce que je surréagis de manière à ne plus le faire demain, quoi. Ouais, gérer tes Mmh, émotions, prendre OK. de la hauteur. Développement personnel pour la relation avec Ouais l'autre et dans le et puis système savoir que qu'en fait, on a tous nos petits tu vois? Je pense qu'on a tous, nos petites difficultés. mmh, Pour certains, ça sera très sur des sujets très scolaires, pour d'autres, ça sera sur des sujets d'organisation mmh, et en fait, si tu t'arrêtes à ça, c'est-à-dire que le risque de confondre se connaître pour faire des choix et s'insérer dans du collectif et se connaître pour se connaître et en fait, tu vois? Il faut que ça ait un objectif de faire quelque chose et qui soit collectif. Je pense mmh, que en tout cas, nous, on trouve que le travail, l'entreprise ou les assos, d'ailleurs n'importe quelle organisation pro, c'est une échelle hyper intéressante de lien social. Ça fait partie, le travail, des endroits où tu continues à rencontrer des gens un peu différents, où tu œuvres à quelque chose qui te dépasse, même si c'est, tu vois, je sais pas un moi. truc économique, quoi. Voilà, Ouais, mmh. exactement C'est pas que toi. et pas que toi. Tu des trucs et Ouais tu vis, donc en fait, c'est génial. et en cela, c'est sûr que moi, j'ai toujours trouvé que le monde associatif à l'école, où tu devais monter les trucs avec des potes, est toujours le plus difficile parce qu'il y a pas d'enjeux hiérarchiques, il y a des enjeux émotionnels qui sont importants
Les gens sont là parce qu'ils kiffent Ouais, le tout à faire et fait, pas pour d'autres tout enjeux, à c'est fait. assez intéressant. Tu me disais tout à l'heure que tu considérais que vous étiez, à la marge sans être marginalisé. C'est quoi d'après toi l'initiative le rôle dans la société d'initiatives comme la vôtre? Qui sont à la marge sans être marginalisées? Hem, je pense que c'est vraiment un pur sujet d'innovation, que c'est compliqué d'innover depuis le cœur du système. Quand tu es très établi, tu as d'autres responsabilités qui arrivent et donc À savoir? je pense que quand tu as une certaine taille, hem, un certain nombre d'engagements, en fait, c'est compliqué de changer tout un système. D'un coup, tu Mmh. recrées aussi des fragilités à d'autres endroits. Tu peux pas forcément te permettre les mêmes les mêmes risques, en fait. Nous, on a une taille et un modèle où aujourd'hui on peut se permettre toutes mesures gardées et donc on a un rôle d'innovation, d'expérimentation. On est un laboratoire super intéressant pour d'autres et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que l'éducation, je pense que les gros, les petits, en fait, tout le monde se connaît un peu donc on se regarde entre nous beaucoup et donc on peut être inspirant ou en tout cas, peut pousser à montrer que c'est possible, hein, tu vois? Regent School, c'est un peu plus de 110 étudiants, c'est petit et c'est pas si petit à la fois, heu, donc on a ce rôle-là de montrer que c'est possible et de montrer que nos étudiants, en fait, on a des super cas, de super jobs et qu'en fait, c'est pas parce que tu penses autrement que, tu te sors du système. Mmh, complètement. Ouais, il y a un lien entre les 2. C'est là que tu dis que c'est pas même marginalisé, quoi. Mmh. Tu me parlais d'avoir toujours essayé de comprendre où est-ce que tu étais voilà, comment tu pouvais te positionner dans des emplacements de pouvoir ou de compréhension globale. C'est quoi votre rôle d'après toi? Est-ce que tu considères que vous avez du pouvoir? Et si oui, comment vous l'utilisez? Oui, je pense quand même parce qu'à partir du moment où tu touches à l'éducation, tu touches quand même à un sujet qui est proche de enfin, c'est quand même un par définition un endroit très politique. Donc je pense que tu vois, on travaille sur des référentiels de compétences, on les met en open source, on est en train d'essayer d'établir des liens avec des universités, avec d'autres écoles, éventuellement un jour de déposer des diplômes, hem, par nous-mêmes. Heu, ça serait donc ça c'est quelque chose que tu poses petit à petit. Ça se fait, petit à petit à mesure que tu gagnes en crédibilité et ça a beaucoup de pouvoir parce qu'une fois que ça s'est posé, bon, bah, tu as plein d'initiatives qui peuvent en partir. Un référentiel de compétences, ça veut dire, peut-être, plein de diplômes universitaires, plein de programmes différents, Mmh. ça veut dire essaimer, ça veut dire commencer à travailler la manière dont on réfléchit aux compétences de demain pour les employeurs. En fait, tu es un peu à un nœud, c'est à un carrefour. Les écoles, pour moi, ça a toujours eu un pouvoir symbolique très fort. Parce que tu es un endroit où dirigeants, chercheurs, étudiants, ONG, assos, politiques, cabinets de conseil, en fait, tout ça se croise dans une école. D'où le fait de faire une école en présentiel avec un vrai campus Mmh. aussi. C'est que il y a des gens qui littéralement se voient alors qu'ils n'ont aucun autre endroit dans le monde Mmh, c'est où un ils sont endroit de appelés à se rencontre. croiser. Mmh. Parce que ils vont se croiser dans une salle de classe, on va faire un projet pédago, on va faire un hackathon, on va faire un projet de recherche et donc tout ce mélange-là, il est très, très fertile. Super intéressant. OK. Et si je reviens à votre pouvoir de changement et la responsabilité que vous pouvez prendre, il y a pas mal de gens qui vont te dire qu'un système, pour ne pas bouger, en termes d'homéostasie, va développer des petites initiatives sur le côté, pour dire: «Ah mais regardez, on n'a pas besoin de bouger, il y a déjà des petites initiatives». Et qu'au fur et à mesure, même, elles sont récupérées, et elles sont réintégrées dans le système pour qu'il ne bouge encore moins, quoi. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que vous avez l'impression parfois que vous jouez le rôle «Regardez, il y a des initiatives qui existent, on n'a pas besoin de bouger les choses»? Non, parce qu'on est indépendant ou relativement indépendant, enfin, on est dans un secteur réglementé, mais indépendant. Je pense que ça aurait été compliqué, en tout cas que je connais pas assez bien pour te répondre tout ce qui a été fait partout, mais ça aurait été potentiellement compliqué pour nous de tout faire émerger au sein d'une institution plus grosse, avec autant de rapidité et de flexibilité. Donc c'est vrai que l'énorme avantage à monter un projet de manière indépendante, c'est qu'on est Mmh. extrêmement libre. Mais tout en restant dans les cases et Dans les les on est contraintes dont on voilà, parlait tout à l'heure. on Ouais. a nos labels de qualité, on a nos exigences auxquelles on doit répondre et on remonte très, très régulièrement, des Mmh. indicateurs de qualité, mais par ailleurs, on est quand même très libre et donc ça, c'est vrai que j'imagine, je peux pas te Mmh dire, mh. voilà, que ça aurait été peut-être plus dur à faire, dans des organisations qui a, d'autres, Mmh. responsabilités, en termes d'image peut-être, en termes de gestion des égos, des parties prenantes.
Donc oui, je pense que d'ailleurs, c'était un des sujets que nous, on avait identifié. Pourquoi on n'a pas fait ça au sein d'une école? C'est qu'on voit bien qu'il y a des électifs ou des masters spécialisés ou des programmes spécialisés qui sortent et que le problème, c'est que ça n'attire c'est rarement obligatoire ou en tout cas la partie obligatoire est rarement énorme en termes de volume horaire. Bon après voilà, ça va à la vitesse à laquelle ça va et donc ça attire les gens déjà engagés. Donc le problème, c'est que si on l'a et puis aussi, il y a un truc auquel pour le coup dont je suis persuadée, c'est que les cours et tu vois, les programmes engagés, faut surtout pas délaisser des compétences analytiques, des compétences Mmh. financières, des compétences de modélisation, parce que sinon on laisse toutes ces compétences finalement au Hard système entre guillemets, classique. qu'on pourrait Ouais, appeler hard quoi. ouais, un peu Ouais. hard skills, Mmh. d'argumentation, de Mmh. logique, de code enfin tu vois? De faire quoi, de savoir bosser, bien. Bien sûr. Pas parce qu'on fait des trucs, différents qu'on peut être moins exigeant. Enfin moi je pense que ça Mmh. doit être très exigeant au contraire et que nos étudiants on n'arrête pas de leur dire: «On est plus exigeant avec vous que la moyenne des écoles, parce que vous allez devoir lutter contre les clichés de ce que c'est qu'un étudiant, qui s'intéresse au sujet Mmh. d'écologie ou, de transition sociale. Donc vous devez être tout sauf le cliché». À savoir les babas cool quoi, en gros. Ouais, un peu, tu vois? Ouais, Exactement. c'est Je pense sympa. que je ne vais pas parler à la place, des gens, qui pourraient nous voir comme ça, mais évidemment qu'on fait super attention à ne pas, former des personnes qui soient hors sol ou qui en fait, à la fin, viennent confirmer, je pense, un certain nombre de clichés qu'il Mmh. y a, sur le fait que l'écologie est incompatible avec, une économie, positive en tout cas ou avec, des nouvelles idées, des gens qui veulent faire des trucs. Pardon, le nombre d'étudiants qui veulent monter leur boîte, rien que ça, c'est un indicateur. Mmh. C'est un des éléments qui te permet de garder espoir sur, l'état du monde aujourd'hui? Oui, clairement. Mais je suis pas très désespérée, franchement. Je pense qu'on a des oui, on a un énorme challenge, la science nous le montre. Je pense que des énormes challenges, il y a toutes les époques, en ont eu, tu vois? On sort d'une période de paix extrêmement longue en Europe, qui a aussi, voilà, je pense que la génération de nos parents a été biberonnée de l'idée que c'est la fin de la guerre, en tout cas sur notre territoire, qu'on est en train d'en sortir et que, ça va créer du mouvement et je pense que tout ce qui crée du mouvement alors j'espère avec le moins de violence possible, c'est peut-être ça, Mmh. l'endroit où c'est un peu plus compliqué, mais le mouvement, c'est positif. Enfin, je pense que j'ai beaucoup d'espoir. Je pense que on va justement sortir d'une sorte de torpeur. On va pas avoir le choix. C'est sûr qu'aujourd'hui, les oppositions qu'on est en train de se prendre sur ces sujets-là, ils t'obligent un peu à bouger, quoi. Trop bien, merci beaucoup. Est-ce que, il y a quelque chose que tu voudrais dire à quelqu'un qui écoute cet épisode et qui se dit: «Bah, moi-même, je me pose des questions, je suis en transition, mais j'ai peur de ce que ça pourrait impliquer pour moi». Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? De déjà penser en effet à soi, de bien réfléchir sur ce sujet de confort et de sécurité. Heu, Quelle part de renoncement, à quoi on renonce, pourquoi? Heu, Qu'est-ce que la personne est prête à enfin, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en fait, Mmh. et pourquoi? Enfin vraiment, à quoi vous répondez? Et est-ce que c'est une injonction, qui vient de l'extérieur? Est-ce que c'est un truc qui est hyper cohérent par rapport à votre éducation, à votre passé? Enfin que ça soit hyper cohérent. De se détacher, de se former, mais de se détacher au maximum de tout ce qui est posture, de dès qu'on vous avez l'impression de: «Il faudrait que je pense comme ça, il faudrait que je Mmh. dise ça», vraiment vous poser la question de ce que vous pensez, de ce que où vous en êtes dans votre savoir. Un peu la lutte contre la pensée unique dont tu parlais tout Ouais, à l'heure. Mmh. ouais, je pense que c'est vraiment important quand on parce que ça crée quand même un truc un peu angoissant, je trouve, de rencontrer un max de gens, et aller vers les gens sympas, les gens qui vont quand même bien. Je sais que c'est un peu dur, mais dans tout le monde, hein, franchement, c'est hyper humain. On passe tous par des moments où on est plus ou moins en forme. Bon, bah, quand vous êtes à un moment où vous cherchez à savoir Mmh. si vous allez vers un nouveau projet, allez plutôt vers les gens qui, eux, sont dans un moment, en tout cas, où ils sont bien. Parce que, c'est ça dont vous avez besoin à ce moment-là. Ça veut pas Mmh. dire, claquer la porte au nez à tous ceux qui sont un peu en bas du U là, dans la phase Mmh. un peu plus dure, mais il faut savoir qui on écoute quand. Très bien. Et donc qui est-ce on aurait besoin d'écouter pour être inspiré? Il y a tellement de monde. Moi, j'écouterais au maximum des gens qui portent des projets où il y a des solutions concrètes. Donc en ce moment, alors je te répondrai sûrement complètement autre chose si tu posais la question dans une semaine. Mais en ce moment, je trouve que rencontrer des gens qui portent des projets industriels, qui montrent qu'on peut faire des vrais trucs qui fonctionnent, c'est quand même génial. Donc Mmh. C'est vraiment les mains dans le cambouis dont tu parlais tout à l'heure, ouais parce que et tu puis tu vois, et c'est souvent ils ont pas le temps, d'être dans la théorie et en fait ils partent d'une expertise très forte et en fait ils expérimentent à partir de là et souvent avec beaucoup de justesse. Donc tu vois par exemple, je suis désolée, j'essaierai de vous retrouver les noms, mais c'est des entrepreneurs qu'on a rencontrés dans le sud il y a quelques mois qui montent, un projet
sur la fertilisation par l'azote contenu dans les urines animales. Donc ça, je trouve ça génial parce que c'était une association de quelqu'un qui venait du monde industriel et de l'autre qui venait déjà du monde de l'agroalimentaire. Et je trouve ça très concret. Il y avait tout un système industriel de récolte des urines, de comment est-ce qu'on peut les répartir sur un territoire, que ce soit pratique pour des agriculteurs. Je trouve ça super. Enfin, L'emballe? peut-être, je te retrouverai. Il y OK. a plusieurs initiatives, hein. Je Mmh. crois même que des villes comme Paris ont commencé à réfléchir à des quartiers avec, où tu récoltes l'urine. Ça peut même être l'urine des habitants. Ouais, Ouais, tout à fait, exactement. ouais. Et en fait, il y a tellement d'azote dedans que c'est un très, très bon, fertilisateur et donc ça, je trouve ça génial parce Mmh. que tu te rends compte, en fait, qu'il y a des solutions qui, parfois, en plus, sont assez simples. Une autre boîte que je C'est trouve Eotil, ouais, sûrement. EHOTIL. Ouais, sûrement. Bah, eux, je trouve ça génial Mmh. de les entendre, en plus sur un territoire qui est pas Paris, tu vois? Ça change et il y a aussi une boîte qui s'appelle Pili. Bon, eux, ils vont vraiment penser que que je suis fan parce que j'arrête pas de parler d'eux depuis 3 ans. Mais en même temps, je trouve ça génial. C'est une entreprise qui essaie de remplacer et qui, ça y est, ils sont en train de passer à l'échelle industrielle de ce que je sais en tout cas. Ils remplacent les colorants du textile, chimique par des colorants produits par des bactéries et des enzymes. Donc tu vois, pareil, c'est le vivant, au service de l'innovation. Enfin, c'est génial et en même temps, voilà et puis je crois qu'en plus ça a été créé à la fois par un dans mon souvenir, par des fondateurs, je les connais pas personnellement, hein, mais par des fondateurs, qui ont des parcours très différents, très complémentaires, donc c'est sympa. Et puis, bah, là, moi, en ce moment, j'ai un petit coup de cœur pour, Isadora. Je pense que tu l'as croisée, qui est enseignante chez nous et qui porte, plein de projets. Isadora comment? Bigourdan. On a ta petite musique. Je sais pas pourquoi c'est une pub, je crois, non? C'est Ouais, bien, c'est ça fait ça, ouais. un petit Isadora Bigourdan. ouais. OK. Bon, bah, alors, Petit Soleil, qui travaille sur des sujets d'engagement, depuis des années, qui est incroyable Mmh. dans sa capacité, je trouve, à porter, tu vois, des sujets sur l'argent, sur, l'innovation dans des pays émergents qui sont quand même un truc qu'on est un peu en train de louper dans certains milieux, Mmh. financiers. Ça y est, la finance commence quand même pas mal à s'intéresser au continent africain, mais vraiment, je trouve qu'interviewer des personnes qui ont des expertises, aussi larges, ce serait super intéressant. Puis en ce moment, elle parle de plein de trucs sur l'argent, sur le féminisme, enfin, elle est super. Trop bien. Génial. Un dernier mot? Bah, merci. J'espère que c'était clair et en tout cas, moi, j'ai pris, plein de plaisir. Enfin, c'était cool. C'est partagé également. Un grand merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi. Tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.